Et déjà, ça, c'est important, un duo de choc pour un sujet de choc, hein, un sujet là, quand même, on va très loin dans le décodage émotionnel. Alors, je rappelle à tous, hein, Hélène Nicolet, détective des mémoires émotionnelles et familiales, Laetitia Serrano, communication animale, communication émotionnelle, formation, stage, toutes les deux, voilà, formation, stage, etc., etc. Je mettrai tous les liens en barre de descriptif sous la vidéo comme à chaque fois. Et tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le décodage émotionnel par le biais avec nos animaux de compagnie? Laquelle de vous deux pourrait me répondre? Ah, Laetitia, là. Alors, merci Hélène. Alors, en fait, ce que j'ai constaté et ce qu'on a partagé avec Hélène, hein, puisqu'Hélène, de temps en temps, parmi ses patients, il y a des gens aussi qui ont des liens très très forts avec leurs animaux et ça peut ressortir dans une séance. Hein, je pense, Hélène, sans aucun problème voilà d'analyse transgénérationnelle, de voir un petit peu l'héritage transgénérationnel qui a été transmis aux patients. L'idée du décodage, en fait, ça se base, quand on part de l'animal, sur le miroir que représente l'animal avec son gardien ou sa gardienne. Parce qu'il y a toujours, toujours, toujours un miroir. De façon rare, il peut y avoir un miroir inversé, mais on est dans 99% des cas où c'est un miroir parfait. Et l'animal, en fait, lui, il ne sait pas mentir en fait sur son émotion. Déjà, il n'a aucun intérêt à mentir sur son émotion parce qu'il n'est pas dans l'élaboration de stratagèmes. En fait, le stratagème, à la différence d'une stratégie, c'est que il y a dans le stratagème, dans la définition d'un stratagème, il y a le côté ruse. En fait, on va masquer une réalité, on va tricher quelque part en toute conscience pour atteindre un résultat. Et ça, l'animal, il ne sait pas faire. Les seuls moments où un animal va tricher, par exemple, vous avez des animaux qui simulent la mort pour éviter d'être mangés par un prédateur. C'est le cas de certaines petites souris, certains petits mulots, c'est le cas des lézards. Par exemple, si vous attrapez un lézard dans la nature, moi ça m'est arrivé de sauver des lézards verts des pattes de mes chats, en fait, il se fige hein, et on a l'impression qu'il est mort. Et en fait, pas du tout. Donc ça, c'est effectivement, mais c'est plus une stratégie de survie, on va dire. Voilà. Le stratagème, je l'entends vraiment par la capacité en fait à aller masquer par la ruse quelque chose. Et l'animal, en fait, il ne va pas du tout dans cette direction parce que il est dans l'intuition. En fait, son mode de fonctionnement, c'est l'intuition et c'est aussi l'amour inconditionnel. Donc, en fait, un animal, quand on s'intéresse vraiment à l'émotion qu'il ressent et qu'il rayonne, en fait, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe derrière son humain, son gardien ou sa gardienne, parce que l'animal exprime une émotion qui est forcément présente chez son gardien ou sa gardienne, mais avec une dimension transgénérationnelle. Et c'est là où Hélène va prendre la balle. Mhm. Je termine juste en fait ma phrase, c'est que l'animal en fait porte et exprime une émotion qui est présente dans le clan de son humain ou de son humain ou de son humaine ou de sa famille tout entière. Et c'est une émotion qui, à l'origine, a été ressentie, exprimée, peut-être ou au contraire retenue, contenue par un ancêtre qui, justement, on est certain qu'il a transmis du transgénérationnel au propriétaire de cet animal. Donc en fait, c'est ça l'idée du décodage, c'est que derrière l'émotion que présente cet animal, ce qu'il exprime, en fait, on va pouvoir aller comprendre l'histoire en fait de ce clan. C'est comme une pièce de puzzle, voilà. Parmi toutes les pièces de puzzle qu'Hélène va récolter dans une séance, l'animal de compagnie, à partir du moment où il a vraiment le statut d'animal de compagnie, hein, on est d'accord. Si c'est un animal qui vit dans un chenil et qui est sorti même pas 6 mois de l'année pour la chasse, et puis en dehors de ça, il est juste nourri et voilà, on lui donne de l'eau, on lui donne des croquettes, mais il n'y a pas vraiment de lien, je dirais, émotionnel très fort avec son gardien ou sa gardienne. Ça ne s'applique pas. Je parle vraiment des animaux de compagnie avec lesquels on va vraiment construire un lien d'amour très fort.
bah, à partir de là, tout ce que l'animal exprime émotionnellement, vous êtes certain que finalement, il vous donne des pièces de puzzle. Ça vous aide à cartographier finalement les émotions présentes dans le clan humain cette fois-ci. Ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, quelquefois, je me demande si l'humain ne projette pas des émotions sur une mimique de son animal, euh, il y en a qui me disent, ben moi, mon chat, il est triste, il a ressenti une émotion, et quelquefois, je leur dis, mais est-ce que c'est pas vous? Et à partir de là, quelquefois, on tire un fil de la pelote au cours de la séance sur une autre piste. Voilà, hein, c'est peut-être aussi cet effet miroir. Ouais. Oui, et dans ce que tu dis, c'est très intéressant parce que l'humain a une facilité finalement assez sans limite à se mentir à lui-même. Et on le voit bien qu'au niveau des émotions, déjà, en fait, les gens, quand on les interroge sur leur ressenti, les trois quarts, en fait, quand on va leur dire, là, c'est quoi l'émotion que vous avez en vous, là, à l'instant? Et en fait, dans leur verbalisation, ils vont sortir tout un tas d'informations, des mots, mais qui ne sont pas justement des émotions. En fait, on voit bien que l'humain a été programmé pour ne pas arriver à verbaliser et à nommer, en fait, vraiment ce qu'il ressent. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'une personne, dans le phénomène que tu décris, où il peut y avoir effectivement une projection, ben finalement, c'est peut-être là où elle est en train de nommer ce qui lui appartient. Sauf que plutôt que de elle, elle ne se voit pas comme triste, elle va se voir en fonction de ce qui est plus noble ou de ce qui est autorisé dans le clan, bah, va se voir plutôt comme rebelle, en colère, tous les nerfs parce que le monde est injuste, alors qu'à l'intérieur, il y a peut-être un flot de larmes, et notamment dans la sphère cardio-respiratoire, il y a peut-être justement des problèmes de santé dans son clan, et ça montre bien qu'il y a quand même beaucoup de chagrin, mais le chagrin n'est jamais nommé, il n'est pas autorisé. Et par contre, cette personne, elle va se persuader que son chat est extrêmement triste, a un chagrin absolument infini. Et le chat peut tout à fait, justement, Entrer dans le jeu. simplement pour que cette personne, elle verbalise, tiens, il y a du chagrin. Et ensuite, tout le chemin que devra parcourir cette personne, et ça nécessite qu'elle soit vraiment prête à travailler parce qu'il y a qu'elle qui va pouvoir faire le travail, hein. Elle peut aller voir tous les thérapeutes du monde. Si à un moment donné, elle veut rester dans le déni, le meilleur thérapeute au monde, quelle que soit sa discipline, ne pourra pas plancher l'étincelle, je dirais. Mais c'est peut-être justement le chat peut exprimer à travers un comportement où tout d'un coup on a l'impression qu'il est un peu plus fermé, qu'il est un peu plus, il s'isole un peu plus. Bah, la personne, elle va dire oh là là, il est triste. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est parce que je m'en occupe moins? Est-ce que c'est parce que bon voilà, la personne, elle va Oui, oui, mentir oui. le plus possible, mais elle commence déjà dans sa bouche, il y a ce mot de chagrin qui est prononcé. Et c'est peut-être le premier pas vers une possibilité de conscientisation chez cette personne, et qu'elle aille justement regarder aux bons endroits, notamment dans l'histoire émotionnelle de son clan, ce qui résonne avec qu'est-ce qui ressort quand on associe ça à ce chagrin. Oui, 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 oui. Et est-ce que justement par rapport à ça, je vais essayer de synthétiser un petit peu pour ceux qui nous regardent. Donc, la définition, ça serait peut-être de faire attention aux émotions que l'on va reporter sur le ou les animaux qui vivent avec nous, hein. Comme tu l'as dit, Laetitia, ça reste avant tout dans l'observation des animaux dits de compagnie. Qui tient compagnie à l'autre, ça reste toujours le point d'interrogation. C'est vraiment aussi rappeler que comme tu l'as dit, il y a aussi ce sentiment souvent perçu de tristesse, de mélancolie ou d'enfermement. Ça peut arriver, on peut retrouver certains propriétaires d'animaux qui vont refuser que leur animal soit enfermé ou à l'inverse, qui vont préférer que leur animal soit bien enfermé en sécurité entre quatre murs pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci. On est toujours dans la perception du clan, là. Bien Oui. évidemment. J'ai envie de dire plus que jamais, justement dans tous les exemples que tu as cités, on est vraiment dans comment le clan fonctionne.
Donc c'est soit par exemple, dans comment la personne elle va gérer son animal, c'est ce qu'Hélène appelle la loyauté, par exemple au clan. Ça n'est qu'une reproduction de schéma à travers ces animaux de comment fonctionne le clan, ou c'est en réaction de ce clan. Et une réaction, elle peut t'amener à faire justement l'inverse, parce que dans le clan il y a ça, parce que dans le clan on enferme, et ben moi, mes chiens, je refuse de les mettre en laisse, je refuse de les enfermer. Et quitte à leur faire prendre parfois des risques, ou quitte à mettre aussi en danger, entre guillemets, des automobilistes, des personnes qui passent à vélo. Voilà. Mais finalement, le point de rencontre et le point de départ, ça reste le clan du gardien ou de la gardienne. Et quelquefois, l'animal va aider à extérioriser ce que l'humain ne peut pas extérioriser face au clan. Parce qu'il a peur, parce qu'il veut rester en loyauté, le bon garçon ou la bonne fille, etc. Et l'animal, par son comportement et le duo qu'ils forment tous les deux, ben, va permettre de se positionner autrement dans le clan. Donc c'est ça qui est intéressant. On a toujours le bon animal, comme on a le bon conjoint ou bon partenaire de vie pour nous faire avancer dans notre vie. C'est exactement ça. Tout est juste, en fait. Oui, si on reprend l'exemple d'une personne, on va prendre le deuxième exemple que tu as cité, quelqu'un qui veut à tout prix contenir son animal chez lui ou ça peut être une personne qui elle-même est incroyablement casanière, mais de façon, je dirais, excessive. C'est quelqu'un, tout ce qui vient de l'extérieur, soit ne l'intéresse pas, soit lui fait peur. Voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à refuser fréquemment les invitations, qui ne va pas partir en vacances, voilà, elle préfère passer les vacances chez elle, etc. Ben, soit effectivement, dans un processus, on va dire, d'évolution de cette personne, l'univers peut lui envoyer un animal qui va souffrir de l'enfermement et qui va exprimer des signes de stress, etc. Et ça va à un moment donné peut-être interroger cette personne et ça va l'amener à comprendre qu'en fait il y a peut-être de la surprotection, mais parce que peut-être qu'il y a eu effectivement des mémoires d'agression dans le clan ou qu'il y a eu trop de déracinement aussi. Quand il y a trop de déracinement, quand il y a eu trop de territoires qui ont dû être laissés, qu'il n'y a pas eu de maison, etc., bah, la maison et le fait d'être casanier, ça peut être un enjeu comme une espèce de réparation, quoi. Si mon grand-père n'a pas eu de maison, qu'il a dû fuir un pays en guerre, eh ben moi, je construis ma maison et la maison, ça devient une valeur de sécurité absolue, mais presque obsessionnelle, quoi. Et du coup, enfermante. Et donc, l'un des premiers scénarios, c'est que l'animal, par exemple, lui souffre d'enfermement, donc va exprimer du stress, peut se faire des plaies de léchage, etc. Et c'est peut-être par ça, par cette souffrance-là, entre guillemets, que ça va faire travailler son gardien ou sa gardienne qui va peut-être se prendre en charge, accompagné par un thérapeute, un psychogénéalogiste, un psychologue, un énergéticien, peu importe, hein, mais ce qui correspond vraiment à la personne. Mais c'est peut-être là qu'elle va réaliser qu'en fait, elle a C'est besoin d'être elle qui... protégée, voilà. Et à l'inverse, l'univers peut, et c'est les rares cas où il y a un miroir inversé, peut justement envoyer, par exemple, un chien hyper fugueur. Ah oui. Et en fait, ce chien, quand il fugue, ben, cette personne qui est hyper casanière, qui a horreur de sortir de chez elle, en fait, elle va passer son temps à cheminer à l'extérieur de chez elle. Et quelque part, en fait, c'est une façon peut-être de la guérir. Et peut-être qu'à un moment donné, elle va s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur et à moins voir ce qui se passe à l'extérieur comme étant un danger possible, comme étant voilà quelque chose d'anxiogène. Voilà, c'est-à-dire que la personne qui n'a qu'une envie, c'est de rester chez elle. Son animal va faire en sorte qu'elle soit tout le temps à l'extérieur de chez elle, puisqu'elle va passer son temps à le chercher des heures entières, voilà, des journées entières parfois. Donc, il y Donc, a... c'est intéressant, ça, ce que tu dis, parce que ça rejoint des personnes qui vont me dire, ben, moi, mon chien, il fait que fuguer, je fais que courir après. Et j'ai un de mes enfants qui ne supporte pas d'être enfermé dans sa chambre, qui a qu'une envie, c'est de partir, etc. Ou alors un petit enfant, un petit-fils, Oui, une petite fille, qui oui, viennent révéler un petit peu oui, ben, la oui, carence, le oui. manque, etc., ou la problématique dans le clan.
De toute Et façon, moi, de ce que les animaux m'ont fait comprendre du clan, soit effectivement une problématique qui est prête à être travaillée par des vivants du clan, elle va être souvent quand même amenée par des enfants. C'est parce que c'est un moyen de conscientisation fort, ce qu'on ne veut pas voir pour soi-même. Par contre, quand c'est notre enfant, voilà, qui est vraiment notre chair, notre sang, qui nous le montre, ça nous donne l'impulsion de sortir du déni. Incite. Oui. Et voilà. Et ça, c'est l'un des grands moyens que l'univers a de permettre au clan de d'évoluer, de se soulager, de guérir, de libérer, etc. Et pour les personnes, il y a des personnes, elles auront des enfants humains. Et en fait, une partie du cheminement sera peut-être faite par l'impulsion des enfants et une autre partie du cheminement par les animaux. Et pour les personnes qui n'ont pas d'animaux, qui n'ont pas, pardon, d'enfants et qui ont vraiment une attirance très forte pour les animaux de compagnie, bah là, on est certain que c'est vraiment l'animal de compagnie qui va les guider. Et Hmm. c'est toujours, c'est-à-dire que l'animal, à travers ce qu'il exprime, en particulier émotionnellement, ça va être aussi au niveau de sa santé, par exemple. Mais sa santé, il y a tout un tas d'ouvrages. Il y a quand même des médecins extraordinaires qui ont travaillé sur le décodage. Je suis désolée, j'ai ma petite chienne qui se fait aboyer. c'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Elle a besoin de moi 2 secondes. Coincée en fait, la pauvre. Elle s'était coincée. Du coup, excusez-moi, je suis perdue dans ce que je disais. Voilà, tu parlais du Alors, décodage et tu parlais et des voilà, livres qui avaient il y été a écrits. quand même de très bons médecins qui ont une certaine ouverture, qui ont beaucoup travaillé sur la traduction en émotions de toutes les pathologies. Oui. Donc finalement, on en revient toujours aux émotions. Et c'est pareil, je veux dire qu'un animal exprime, montre une émotion alors qu'on l'interprète avec plus ou moins de justesse, mais quand même, ou Hmm. par exemple une problématique de santé, qu'elle soit une maladie évolutive, que ce soit lié à un accident, par exemple, que ce soit des séquelles d'un accident, tout peut être finalement traduit en émotion. C'est comme si finalement la résultante finale la pièce maîtresse, c'était de toute façon les émotions. Oui. Il faut arriver finalement à tout décoder pour arriver à la substance même, euh, pour moi, qui est forcément une émotion. Oui. Et l'animal, c'est ça qui est incroyable, je trouve, avec le monde animal, c'est que finalement, ils nous font gagner un temps fou. Ça nécessite par contre qu'on ait cette ouverture-là, qu'on soit capable d'aller regarder notre animal aussi avec ce regard-là et cette ouverture-là. Mais un animal peut nous faire gagner un temps considérable, en fait. Hmm. Et qu'en est-il, là, toutes les deux, vous avez donné l'exemple, le côté un petit peu famille. Et là, Laetitia aussi, tu as expliqué le côté animal, compagnon d'animal. Voilà, qui accompagne qui, on est toujours un petit peu gardien d'animal et animal gardien de l'humain. Mais il y a aussi le côté un petit peu famille, le côté chien de la famille, chat de la famille, qu'il soit seul ou à plusieurs. Comment ça se passe aussi? C'est-à-dire que l'animal ou les animaux en présence prennent la responsabilité, parce que c'est aussi une responsabilité dans leur incarnation, d'accompagner les guérisons du clan dans l'ensemble, c'est-à-dire individu par individu, donc symptôme par symptôme, ou est-ce qu'ils ont un gardien référent, un humain référent? Alors, dans la majorité des cas, on est sur des gardiens référents. Donc ça, c'est une très très grande majorité de cas où un animal peut tisser des liens affectifs très très forts avec tous les membres de la famille et pour autant être un miroir parfait de l'un d'eux. Hmm. Et d'ailleurs, ça se voit quand on dit tel maître, tel chien, même au sein d'une famille, on va avoir le chien qui est finalement reproduit exactement les comportements par exemple, si c'est un couple avec des enfants, bah, de l'homme du couple, ou ça peut être un chat qui est toujours collé, par exemple, à la femme du couple. Donc là, on peut se douter que le miroir, il est plutôt vis-à-vis d'elle. Ou ça peut être l'un des enfants, par exemple un animal qui est scotché à l'un des enfants et qui veut dormir avec lui, qui fait tout avec lui
lui, etc., etc. Donc là, il y a une probabilité forte que cet animal soit vraiment et soit le référent lui-même, finalement, miroir de cet humain-là. Et de temps en temps, c'est très rare, mais ça arrive, on va voir un animal qui va faire travailler tous les membres d'un clan. Ça peut être le cas, par exemple, quand il y a malheureusement le deuil, que le clan est frappé par le deuil, la perte d'un parent ou par exemple justement de l'un des enfants, et où vous pouvez avoir un animal qui est rentré dans la vie juste avant le décès de l'être cher ou euh, Parallèle. voilà. Et là, c'est un animal, par exemple, qui va vibratoirement presque représenter celui qui est parti. Donc, c'est une façon de le refaire vivre dans le clan et d'éviter peut-être des fois des chaos qui pourraient provoquer vraiment des effondrements, des explosions ou des implosions. Je ne sais pas trop comment le formuler du clan. Un animal aussi, par exemple, quand il y a la perte d'un être cher et que le clan s'effondre, eh ben, l'animal, il peut vraiment, autour de lui, peuvent s'articuler des conversations et une forme de communication qui devient absente parce que chacun finalement se met dans son chagrin. Les enfants de la fratrie, par exemple, si c'est un enfant d'une fratrie qui est mort, bah, les frères et les sœurs peuvent être impactés, mais ils vont pas forcément oser montrer leur souffrance parce que voilà, il y a la souffrance des parents. Vous pouvez avoir des parents qui vont fuir, d'autres qui vont être là, mais finalement un peu comme des zombies. Et finalement, plus personne se parle. Et il y a un animal comme par hasard qui arrive dans cette famille à ce moment-là. Et en fait, lui, il va faire l'unanimité. Parce qu'il va faire rire tout le monde. C'est souvent un animal qui va ramener beaucoup de joie. Et tout d'un coup, bah, les gens, ils se retrouvent autour de cet animal et ils se reparlent. Alors, ils parlent peut-être au début que du chien, mais n'empêche qu'ils se reparlent. Et au bout d'un certain nombre de temps, bah, à nouveau, ils raccrochent les wagons. Donc ça, c'est ce que moi, j'appelle des animaux ciments. Et ça, c'est un rôle rare, mais c'est un rôle tellement, tellement fort. Vraiment. Je me souviens du témoignage d'une dame que j'avais rencontrée. J'animais la première partie en tant que conférencière d'une séance de médiumnité en salle. Et voilà, moi, je fais ma conférence. Il y a l'entracte et puis ensuite, il y avait par une médium, une médiumnité publique. Et il y a une dame du public pendant cette entracte qui est venue me voir et qui m'expliquer que elle avait perdu une petite fille d'une leucémie. Voilà, sa petite fille avait 12 ans quand elle est décédée. Et je crois que 3 semaines donc avant le décès de cette petite fille, donc le corps médical avait donné son OK pour que la petite fille soit rapatriée chez elle, donc avec une assistance médicale bien évidemment jusqu'à son dernier souffle. Et que à partir de ce moment-là, du jour où elle est rentrée de l'hôpital pour revenir à la maison, eh bien une minette s'est invitée dans cette famille, une minette qui venait d'on ne sait pas où, et la minette directement était dans la chambre de cette petite fille et elle a passé les 3 semaines à dormir en fait sur cette petite fille jusqu'à son dernier souffle et cette petite minette, elle a été gardée par le clan. Et cette dame, elle me disait à quel point ça a été énorme ce qu'elle leur a permis de, 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 de guérir, ce qu'elle leur a permis, parce qu'en fait, ça a fait un lien très fort. En fait, c'est comme si à travers elle, il y avait vraiment énergétiquement, leur petite fille était vraiment toujours présente, mais dans la matière, pas simplement de façon spirituelle, comme s'il restait quelque chose de vraiment incarné en fait. Voilà, et des témoignages comme ça, j'en ai plein. Et puis, il y a les cas aussi rares où vous pouvez avoir un animal qui va être un peu un poker face, qui, d'un individu à un autre, va jouer un rôle différent. Vous pouvez avoir, par exemple, un chien qui va jouer le rôle d'un père symbolique pour la mère de famille, et puis il peut jouer symboliquement un frère jumeau pour l'homme du couple, si c'est quelqu'un qui a perdu un frère ou qui est un jumeau survivant. Et puis ce même chien, il peut encore jouer, il peut résonner comme, je sais pas, le grand-père paternel pour l'un des enfants du clan. Donc ça, c'est très très rare et ça nécessite que l'âme animale, elle soit très 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 élevée parce que là, c'est épuisant énergétiquement. Parce que ça demande à l'animal de... Vous voyez, en fait, c'est comme... je sais plus comment s'appelle le magicien italien là qui change, vous savez, de costume très souvent, là, en quelques secondes. C'est pas Brachetti ou je sais plus. Bon, bref, je suis très mauvaise dans les noms de magiciens. Mais
Vous voyez, ça demande à cette âme animale à ce que finalement elle change de pièce, elle va dans la cuisine, bah là elle joue le rôle d'un papa symbolique, voilà. Ensuite elle rejoint son maître au salon, il se pose sur le canapé avec son maître et là il devient le frère jumeau. Et puis dès que le petit garçon rentre de l'école, il va suivre le petit garçon et puis là il va se positionner comme le grand-père Robert qui par exemple a été un héros pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous voyez, mais ça demande en fait un jeu de jambes, c'est épuisant énergétiquement. Donc c'est pour ça que c'est très rare, mais ça arrive. Mais ce sont toujours des âmes animales très anciennes qui ont eu cheminé Ouais. énormément pour avoir cette capacité d'accompagnement. Quand tu parlais du deuil de l'enfant, du coup, qui avait été, entre guillemets, facilité par la présence de la minette, j'ai eu plusieurs cas où, une fois que l'animal meurt, a rempli sa vie dans la famille, hein, avec cette élaboration du deuil, quand l'animal disparaît à son tour, il peut y avoir une prise de conscience que le processus de deuil de l'enfant ou de l'humain était resté plus ou moins figé. Il y avait encore des petites choses à traverser. L'animal, c'est comme s'il avait donné la possibilité pour la famille d'avoir de la force suffisante pour enfin élaborer peut-être plus finement le décès de l'humain. Je l'ai vu plusieurs fois et j'ai trouvé intéressant. L'animal arrive au bon moment pour dire, ben voilà, je vais apaiser, pacifier, permettre d'élaborer un processus tout doucement sur le plan animal, instinctif, etc. Et puis après, à charge pour les humains de continuer le chemin. Ouais. C'est un très grand rôle qu'ont les animaux de nous permettre de nous replonger dans des deuils qui n'ont pas été, je dirais, bien vécus ou qui n'ont pas du tout été même faits dans le clan. Oui, Il y a beaucoup d'animaux, par exemple, alors c'est pas le cas de tous les animaux, mais certains animaux vont vraiment se positionner dans le clan comme un enfant symbolique. Parce qu'il y a sur 4 générations, il y a des deuils non faits d'enfants, par exemple des fausses couches, donc des enfants morts in utero, à des époques où même un enfant mort-né n'était pas toujours déjà inscrit sur le livret de famille. Alors, imaginons une femme qui fait une fausse couche à 4 mois, autant vous dire que cet enfant, il n'était pas du tout, en tout cas que la perte de l'enfant était à peine conscientisée. Donc finalement, c'est resté, il y a une énergie de deuil non fait qui monte en puissance et qui va aller crescendo sur 3, 4 générations. Et puis, à un moment donné, vous allez avoir un animal qui va se positionner comme un enfant symbolique. Et ben, le jour où il décède ou le jour où il disparaît du clan, la personne, je dirais, la personne en vie du clan qui a cette possibilité d'aller justement nettoyer ça en étant elle-même, elle, touchée par le deuil d'un enfant symbolique, elle va s'effondrer parce qu'elle va vivre vraiment aussi violemment que si elle avait perdu elle-même un petit garçon, une petite fille, elle va vivre avec une violence extrême la perte de cet animal. Et c'est justement ça que cet animal est venu lui faire expérimenter. C'est-à-dire qu'à travers son départ à lui, cette personne, elle a enfin déverrouillé tout un tas de cadenas, tout un tas de chagrins qui n'ont absolument pas été, qui n'ont pas traversé les personnes parce qu'elles ont bloqué, voilà, cette émotion-là. Et puis voilà, à des époques où il y avait par exemple des taux de mortalité infantile aussi très importants, autant vous dire qu'une fausse couche, c'était rien. Enfin, la femme, elle n'avait absolument pas, elle n'avait pas le droit. Complètement banalisé, en fait. Ouais. Exactement. Mm. Exactement. Donc voilà, c'est l'un des grands rôles des animaux. De toute façon, les animaux, c'est ce que j'avais expliqué précédemment, et c'est là où ça fait vraiment un lien très très fort avec ton travail, Hélène. C'est que de ce que les animaux m'ont enseigné, et au bout de 15 ans, je suis absolument convaincue, même à travers ma propre histoire avec mes animaux, c'est que ils sont tous des constellants familiaux. C'est-à-dire qu'ils viennent forcément. Et si on reprend en fait la thématique initiale où on parle vraiment des émotions exprimées par les animaux,
euh, cette émotion portée et exprimée par l'animal, elle est toujours en lien avec un ancêtre du gardien ou de la gardienne. Et c'est un ancêtre. Alors, bien sûr, il y a plusieurs ancêtres qui lèguent du transgénérationnel à une même personne, mais il y a des ancêtres qui vont léguer de façon plus ou moins forte. Et un animal en question, il correspond à un ancêtre bien particulier dans l'une des lignées. Donc un animal, il ne vient pas vous faire forcément travailler un personnage de la lignée paternelle et de la lignée maternelle. Ça va être un animal, énergétiquement, il est lui-même très tourné vers l'une de vos deux lignées. Hmm. Oui, précisément le rôle, par exemple, voilà, de l'arrière-grand-père Maurice, qui a eu tel vécu dans les faits et qui donc s'est construit émotionnellement d'une certaine façon. Et ben, 3 à 4 générations après, vous avez un chien mâle, puisqu'on parle de l'arrière-grand-père Maurice, qui va reprendre les mêmes codes émotionnels, mais il va pas reprendre les codes émotionnels de Maurice adulte. Il va prendre les codes émotionnels de Maurice enfant. Et c'est comment, à partir de quel vécu et quel a été le vécu émotionnel aussi, la construction émotionnelle de Maurice, pour devenir un adulte qui a fait telle ou telle chose, qui a peut-être assuré dans certains domaines, et puis dans d'autres, il a été complètement défaillant, il a été peut-être fuyant, il a peut-être fui de sa cellule familiale, ou il a été tyrannique, ou il a été là, mais pas du tout impliqué émotionnellement. Mais en fait, il y a forcément une histoire quand il était enfant pour qu'il soit devenu un adulte comme ci ou comme ça. Et en fait, l'animal va raisonner non pas avec l'adulte, mais le avant. Parce qu'en fait, il y a forcément un basculement. L'adulte est la suite de l'enfant qu'on a été. Donc, ce qui est déterminant, c'est comment on s'est construit enfant. Qu'est-ce qu'on a vécu enfant. Et c'est là où l'animal, en fait, lui, il nous montre mais des choses absolument incroyables. Un animal, pourquoi un animal est capable de révéler un secret de famille? Ben parce qu'en fait, il joue le rôle d'une personne de votre clan qui est le cœur même, qui est peut-être l'objet même de ce secret de famille. Typiquement, un enfant illégitime. Donc cet animal, en fait, il va reprendre la construction émotionnelle d'un enfant qui est un enfant illégitime. Alors, Hmm. il va le faire. Bah, par exemple, c'est un animal qui a vécu déjà un abandon, parce qu'il y a souvent quand même des résonances très fortes entre la notion d'enfant illégitime et d'enfant qui peut se sentir rejeté, abandonné. Tous les enfants illégitimes n'ont pas été abandonnés. La preuve, le secret de famille, où il y a pléthore dans les clans d'enfants illégitimes, où on fait croire que c'est le mari officiel qui est le père de tous les enfants, et on va se rendre compte que non. Peut-être que le premier, en fait, était déjà en route avant même la rencontre et on a accéléré le mariage pendant que la femme était enceinte, par exemple, et le mari reconnaît l'enfant alors qu'il n'est pas le sien biologiquement. Ou ça peut être le petit dernier, le couple n'allait plus très bien et la femme avait un amant et elle est tombée enceinte de son amant et le mari soit n'y a vu que du feu, soit a reconnu en toute conscience un enfant qui n'était pas de lui encore une fois. Mais en fait, cet enfant-là, qu'on lui dise ou pas, il le sait en fait, dans son inconscient, surtout un enfant. Autant l'adulte a vite fait d'oublier, autant l'enfant, il est dans cette réalité parce que le clan va forcément exprimer, soit la mère va mettre cet enfant-là sur un piédestal, parce que c'est peut-être le seul de tous les enfants qu'elle a eu qui est vraiment issu d'une vraie histoire d'amour, soit elle peut complètement le stigmatiser parce qu'il représente sa faute. Par exemple, le père de famille qui a reconnu cet enfant, il peut pour autant lui faire payer le prix tous les jours en étant maltraitant, en étant critique, en étant Oui, c'est jugé. ça. Hmm. Voilà. Donc cet enfant, il va souvent, de toute façon, dans sa construction, voilà, être dans une énergie de rejet, de blessure d'abandon, même s'il n'est pas officiellement abandonné. Alors autant vous dire que ceux qui ont vraiment été abandonnés dans le clan, c'est encore plus fort, cette émotion-là. Bah, comme par hasard, les descendants de cet enfant-là, illégitime, bah, à un moment donné, vont faire rentrer dans leur vie un animal qui est dans cette même blessure du rejet de l'abandon. Et Hmm. c'est à travers, en fait, ce que cet animal va vous faire vivre que vous allez peut-être conscientiser que vous avez beau être l'enfant biologique
de l'homme qui vous a reconnu, bah, au quotidien, vous vous sentez illégitime à faire les choses. Et du coup, vous vous minorez tout le temps, vous êtes tout le temps dans la dévalorisation, alors que vous êtes parfaitement légitime, mais vous êtes dans cette croyance familiale, parce que peut-être qu'en troisième prénom, vous portez le même prénom que cet ancêtre qui lui est un enfant illégitime, ben, ça vous met comme un programme en route, voilà, où vous manquez de confiance en vous. Et comme par hasard, vous avez attiré à vous un animal qui manque de confiance en lui, parce qu'il a déjà été rejeté, abandonné. Donc il se dit, ben, en fait, donc ça peut être un animal, par exemple, qui va se mettre une pression incroyable pour toujours bien faire. Et dès qu'il renverse un truc en ayant, il remue de la queue pour vous faire la fête, il renverse un truc et vous allez voir, il y a des chiens, par exemple, on a l'impression comme s'ils allaient se faire battre, alors que c'est pas du tout le cas, mais tellement ils sont dans la culpabilité d'avoir mal fait quelque chose. Ben, il y a combien d'enfants qui se mettent la rate au courbouillon parce qu'ils veulent absolument être l'enfant parfait. Ben, c'est sûr que si on a des ancêtres qui ont été des enfants illégitimes, il y a peut-être des descendants qui ont besoin d'être aimés à tout prix pour que eux, on les rejette pas. Mm. Mm. Les Et, animaux ont le même comportement. et en Mm. parlant d'ancêtres, justement, c'est peut-être Hélène qui va plus facilement nous répondre à la question. C'est-à-dire que là, on a vu la fonction, du moins, la mise en place de l'animal quand il arrive dans la situation, dans le ici et maintenant. Mais dans l'objectif du décodage émotionnel, c'est d'aller essayer de comprendre que l'on ait ou pas toutes les infos et d'interpréter. Et au niveau transgénérationnel, comment ça marche pour réussir à décoder tout ça? Mm. On sait que en racontant l'histoire familiale, on ne s'allège pas. On peut la raconter 10, 20 fois à des thérapeutes différents, ça ne fonctionne pas. Donc le travail émotionnel, il est nécessaire et beaucoup plus efficace que le mental. Et le corps est le véhicule nécessaire pour nous faire parler, nous faire dire les sensations. On a un vocabulaire très, très pauvre en termes d'émotions. Donc, le corps, il va nous faciliter quelquefois en nous disant, ah ben là, quand vous me dites ça, ça me gratte, j'ai mal au ventre, la peau me pique, j'ai les poils qui se hérissent. Et du coup, on va pouvoir affiner ce travail émotionnel que notre éducation, que la société n'a pas forcément beaucoup développé. Donc, ce travail émotionnel, il va être nécessaire pour évacuer le trop-plein de certains ancêtres. Euh, Laetitia parlait de l'animal qui était branché, connecté aux enfants, hein, et pas à l'adulte. Ben moi, je travaille beaucoup aussi avec l'enfant intérieur qu'on a tous au fond de nous. On travaille toute une vie et même à notre fin de vie, on peut avoir une petite fille ou un petit garçon qui se réveille parce qu'il n'a pas assez pleuré quelque chose ou crié ou demandé ou en tout cas, voilà, jouer un rôle, hein, et avoir été entendu. Voilà. Hein, donc, ce travail émotionnel, il va nous permettre de libérer et nous et nos ancêtres qui n'ont pas eu les clés, le temps, les codes, la société aussi accueillante, hein, pour dire certaines choses. Et donc, ça va permettre de libérer, mais aussi de remettre en place, en situation, en fait, à l'époque, dans le contexte. Et donc, on va pouvoir ressentir ce qu'une arrière-grand-mère a vécu dans telle région, dans tel pays, dans une situation financière particulière, professionnelle, de couple, etc. Et ainsi, on va affiner petit à petit toute la panoplie d'émotions. On va pouvoir parler de l'arrière-grand-mère en tant que maman, en tant que épouse, amante, amie, et en se remettant dans son contexte de vie, les émotions vont s'élargir petit à petit. Voilà. Et donc, avec les animaux vont aussi avoir une palette d'informations à nous suggérer pour enfin nettoyer, pacifier, harmoniser tout cet émotionnel. Donc, beaucoup se sentent un petit peu démunis et un peu surpris quand je dis, quand vous vous libérez sur le plan émotionnel, il y a un ancêtre qui en bénéficie.
et qui vous remercie. Et comment on fait? Ben, on fait rien. On se laisse porter par ce que l'on ressent, parce qu'en nous, tout existe. Toutes les histoires de nos ancêtres, depuis des générations, il va y avoir en nous des histoires non abouties, des drames, des conflits, des disputes, des ruptures qui n'ont jamais été suffisamment élaborées et qui ont une charge importante, comme vraiment une grenade qui est prête à se dégoupiller. Donc, l'animal peut nous mettre sur la voie, et puis le petit enfant intérieur, quand il rugit ou qu'il pleure et qui se laisse déborder dans des situations que l'adulte normalement a pensé maîtriser, eh bien non. Voilà. Donc on oublie dans ce décodage émotionnel justement la maîtrise, le contrôle, parce que déjà la vie n'aime pas ça. Et puis qu'on est là justement pour se laisser déborder et enfin transmuter. En fait, Quand, pour reprendre ce que tu disais par rapport au corps, c'est vraiment, moi personnellement, quelque chose que j'ai vraiment reçu, qu'il fallait ces 2 dernières années absolument que je revienne dans mon propre corps. Et ça, je l'ai eu à force qu'en consultation, par exemple, j'ai vraiment, je me rends compte que parmi mes patients humains, parce que le vrai patient en communication animale, pour moi, en tout cas quand on s'intéresse au transgénérationnel, ça devient l'humain, bien plus que l'animal. Souvent, quand vous avez une personne qui est totalement malgré elle, hein, parce qu'elle va vous dire non, non, moi je suis dans mon corps, je ressens les choses. Et en fait, vous allez vous rendre compte très vite en consultation que c'est faux, que la personne elle est coupée vraiment, et il y a des émotions en particulier, c'est pas possible parce que le clan a dit non, ça c'est on n'a pas le droit de ressentir ça, donc la personne elle se bloque. Bah, très souvent l'animal il va l'exprimer dans son corps, et au-delà même de montrer une émotion, d'avoir l'air par exemple un peu apathique si c'est du chagrin, ou par exemple un animal va ben, malheureusement avoir un accident, va faire une chute. Moi, je me souviens d'un chien, par exemple, qui était tombé, qui avait sauté sur un muret, il est tombé, et en fait, il s'est fait très mal à la patte postérieure gauche, au niveau de l'articulation qui correspond à notre genou. Et donc cet animal, il était en train de montrer quoi? Ben, comme par hasard, quand j'ai interrogé cet animal, il me renvoyait vers une problématique de deuil non fait de la maman de sa gardienne. Alors bien sûr, il s'est blessé patte postérieure gauche, hein, et la gauche correspondant quand même, comme par hasard, justement au référentiel maternel et féminin. Ensuite, il s'est blessé à ce qui est l'équivalent pour nous du genou. Et il y a des façons de décoder les jambes jusqu'au bassin où on considère que le genou, c'est un âge à peu près entre 6 et 8 ans. Et donc j'ai posé la question à cette femme. Donc déjà, elle m'a confirmé que sa maman était décédée. Et quand je lui ai dit, est-ce que vous, dans votre vécu de petite fille, il y a eu un drame, il y a eu quelque chose de compliqué émotionnellement pour vous en lien à votre maman quand vous aviez entre 6 et 8 ans? Bah, elle m'apprend que quand elle avait entre 6 et 8 ans, elle a mis son oreille collée à la porte et qu'elle a entendu ses parents parler, et que pour la première fois, elle a entendu que sa maman était déjà était atteinte quand cette petite fille avait entre 6 et 8 ans. Sa maman était atteinte de son premier cancer. Et elle l'a appris en écoutant comme ça à la porte. Et en fait, elle n'a pas eu le droit vraiment de le vivre parce que c'est resté un peu secret. Les parents ont décidé d'épargner leur petite fille. Voilà. Et ben, des années après, vous avez le chien comme par hasard, à quelques jours près de la date anniversaire du décès de la maman, qui a fini malheureusement après 3 ou 4 cancers par décéder d'un cancer. Bah, le chien accidentellement, vous voyez, parce que l'accidentologie, comme vraiment les pathologies vont se mettre vraiment au service, mais de la personne. Et alors, bien sûr, comme par hasard, cette personne m'a contactée parce que donc son chien a de suite été opéré, elle l'a emmené chez un très bon vétérinaire, etc. Mais il ne cicatrisait pas. Donc il y avait vraiment le corps de l'animal, comme elle n'avait toujours pas fait le lien avec le fait, sa propriétaire, que bah, comme par hasard, le chien se fracasse à quelques jours près du moment où elle va revivre. C'est la date du décès de sa maman, donc c'est forcément quelques jours pendant lesquels elle n'est peut-être pas bien émotionnellement, mais le déni aidant, elle n'a pas fait le lien. Bah, le chien a été plus loin dans son corps, il a refusé de cicatriser.
Et en fait, quand elle a conscientisé, quand par la communication, elle a fait le lien avec le fait que pour elle, d'avoir perdu sa maman, c'était toujours pas OK, mais que c'était surtout pas OK qu'entre 6 et 8 ans, elle ait appris de cette façon que sa maman avait été atteinte d'un cancer. Et déjà, elle a été projetée à 6-8 ans dans une peur très forte de perdre sa maman. Et en fait, le vrai problème, c'était ça. Quand elle a conscientisé, comme par hasard, le chien a super bien répondu au traitement antibio et a cicatrisé. Mm. Vous voyez, c'est comment un animal... Ouais. Voilà. Et c'est passé 2 fois par le corps de l'animal. La première fois, l'accident avec vraiment la rotule abîmée, les ligaments arrachés, etc. Et la deuxième fois, c'est, elle a toujours pas compris, ok, j'en remets une couche, je refuse de cicatriser. Et c'est ça qui déclenche l'histoire. Et c'est là où ça devient vraiment passionnant, parce qu'on voit qu'un animal, à travers son corps physique, il est vraiment capable de nous jouer presque une pièce de théâtre. Déjà, au quotidien, il nous joue une pièce de théâtre dans ses gestuels, dans ce qu'il exprime, dans ses fuites, dans ses retours, dans voilà ce qu'il exprime, et dans son corps également. C'est vraiment comme, ce sont des constellations familiales finalement permanentes, quand on veut bien le voir. Et donc, il y a une richesse informationnelle incroyable. Mais l'objectif de l'animal est bien qu'on revienne à l'intérieur de notre corps et qu'on ose aller chercher qu'est-ce que je ressens, c'est quoi que je ressens à l'intérieur de moi. Et c'est donc quoi l'émotion. Et je crois que c'est un Mais chiffre énorme de ces 2 dernières années pour les humains en général. mm, le plus compliqué, c'est de faire comprendre à certaines personnes qu'elles se leurrent en écoutant les croyances, les légendes, les héros, les histoires qu'on raconte. En fait, on va préférer ne pas trop gratter l'histoire et se laisser berner, consciemment ou inconsciemment, accepter certaines légendes sur certaines rencontres, par exemple, amoureuses ou autres. Et donc, les émotions, elles n'ont pas de place là, puisqu'on croit l'histoire. Mais le corps va prendre le relais. Parce que si on se laisse berner par un grand-père qui, soi-disant, a sauvé une grand-mère, on a raconté ça tout le temps. Donc, on idéalise le couple, le grand-père, le héros, etc. Et puis, en grattant, finalement, on s'aperçoit qu'en fait, ce grand-père, il est allé piquer la femme de quelqu'un d'autre et qu'il se l'est approprié. Bon, alors après, tout a bien été vécu, hein, mais les émotions, il va y avoir quelque chose qui ne sonne pas juste. Et donc, chez les descendants, il peut y avoir des personnes très naïves qui vont croire beaucoup de choses et se laisser embarquer, voire être des proies idéales pour des manipulateurs. Ça peut être des personnes qui ont la peur de s'engager, de peur d'être trahies, la peur d'être abandonnées aussi suite à cette histoire. Et donc, voilà, l'émotionnel euh, peut être masqué par des carapaces. Donc, il faut peut-être l'œil extérieur pour dire, ah oui, cette belle histoire, c'est vrai, c'est un beau roman, mais en même temps, derrière, il y a quelque chose qui est masqué. Et Oui. donc, on va aller vers la vérité, la réalité de ce qui s'est passé. Et là, c'est très libérateur. Par contre, on sait qu'on va bousculer énormément sur le plan émotionnel. Tout va s'effondrer plus ou moins. Et l'image de certains vont être un peu égratignée. Et puis d'autres vont être peut-être remis un peu sur scène. Voilà, l'idée du transgénérationnel, c'est un peu de pacifier et que ni haut ni bas, il y a des humains, en fait. Voilà. C'est ce qui est Et intéressant dans ce que tu dis. Pardon, tu voulais intervenir, Daniel, oui, tu avais une j'allais question. juste poser une question complémentaire, c'est-à-dire que là, on est un animal, un humain. Et comme tout à l'heure, j'ai posé la question du côté famille pour un animal, qu'en est-il quand il y a plusieurs animaux pour une personne? C'est le côté plutôt Ah oui. communautaire d'une espèce ou même interespèce. Est-ce que ça veut dire que la personne a la possibilité de travailler sur différentes structures familiales, sur différentes structures du clan, ou au contraire, mais toutes ces interactions ne sont que pour une seule et même énergie à assainir, à nettoyer, quoi, à transmuter. Il y a tous les Alors, cas de figure. attends, je vais juste rebondir et puis je te laisse la parole, Laetitia, Oui. si tu ça me fait penser à une personne qui avait toujours 5 animaux, chat, chien et puis canari, je crois.
Et chaque fois qu'il y en avait un qui décédait, elle s'empressait, mais vraiment avec anxiété, il fallait qu'elle en trouve un autre. Il fallait toujours qu'elle ait cinq. Et bon, c'était vraiment au tout début où je me disais les animaux ont une place particulière. C'était bien avant de connaître Laetitia. Et, et donc, en fait, on était remonté à une fratrie de cinq qui n'avaient pas pu vivre ensemble. La guerre s'y est séparée, après il y avait eu la maladie d'un parent, etc. Et du coup, elle réunissait à tout prix cinq. Et c'était vraiment pour elle très anxiogène quand il y avait une fin de vie qui approchait. Voilà, c'était juste le Oui, petit. c'est exactement ça. C'est-à-dire on va avoir souvent une fratrie qui est représentée et le nombre d'animaux correspond, on va vraiment retrouver exactement et ça permet d'ailleurs souvent aussi de lever des secrets de famille, pareil par exemple sur des enfants morts-nés qui n'apparaissent pas dans le livret de famille ou des avortements cachés ou des fausses couches non nommées parce que tu vas avoir voilà par exemple 4 animaux, il faut chercher s'ils fonctionnent comme une fratrie, hein, j'entends, mais il faut chercher une fratrie de 4 chez les humains. Et si tu te dis, ben non, moi j'ai des parents, les deux sont issus d'une fratrie de 3. Et bizarrement, bah, tu vas avoir un prénom tu vas avoir un prénom composé ou tu vas avoir un Thomas, par exemple, ou un prénom qui évoque de toute façon, par exemple, la gémellité. Donc ça montre bien qu'il y a une énergie qui manque. De toute façon, l'animal le dit. Moi, quand je me branche, il me dit, il manque un enfant. Ou alors, il va me dire, et ça me fait toujours beaucoup rire, il me dit, ben, en fait, ton consultant ou ta consultante, il est persuadé qu'il est l'aîné de sa fratrie. Eh ben, il se trompe, il est le deuxième. Et là, et effectivement, on va retrouver l'histoire et on va se rendre compte qu'en fait, qu'il aurait bien dû avoir un enfant avant cette personne. Et donc, elle est officiellement, effectivement, première, mais elle est aussi deuxième. Et l'animal le dit parfaitement. Donc, quand des animaux ensemble jouent le rôle d'une fratrie, leur ordre d'apparition dans la maison correspond exactement à l'ordre d'apparition des frères et des sœurs vraiment dans la fratrie. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, par exemple, que moi j'ai eu le cas, il y a des années de ça, j'ai travaillé donc à la demande d'une dame sur sa fratrie de chats, donc 3 chats. Et en fait, donc elle avait un mâle. Elle a eu un mâle en tout premier, et puis quelques années après, elle a décidé de prendre une femelle. Donc à chaque fois, c'était des animaux adultes adoptés en refuge. Ça s'est super bien passé entre son mâle et sa femelle. Puis comme ça, pendant des années. Et puis à un moment donné, elle a eu envie de prendre un petit chaton. Voilà. Donc elle prend un petit chaton. Donc elle introduit un troisième. Donc un troisième enfant. Et là, boum, la deuxième pète un plomb et se met à faire pipi partout dans la maison, au point où le mari de cette dame dit, alors elle dégage, on la met dehors. Elle va vivre dans le jardin, je ne la veux plus dans la maison. L'homme du couple, hein. Ben, il s'avère en fait que l'histoire de cette consultante, c'est que c'est une enfant, elle a été adoptée, elle ne vient pas du tout de France, et que c'est à la naissance de son petit frère, puisqu'il y a eu 2 bébés très rapprochés, que son père a dit, elle, celle qui est juste avant, c'est une fille, on ne peut pas élever tous ces enfants, il y a le petit dernier, c'est un garçon, donc elle, on la prend et on la met dans un orphelinat. Et vous voyez, c'est à l'arrivée du petit dernier que cette femme, elle se retrouve sous la décision du père de la mettre à l'orphelinat. Et ben là, la fratrie de chats, ça se passait très bien jusqu'à l'arrivée du petit dernier où donc la deuxième se retrouve en incertitude de place et donc chez les animaux, très vite, il y a du marquage de territoire, de l'urine, ça peut être même des crottes, etc. Et où c'est l'homme du couple qui dit, elle dégage, elle nous pose problème, elle s'en va. Voilà. Bah, quand ma consultante a réalisé ça, elle a fait un travail sur ça, sur le fait qu'en fait, ce qui ressortait, c'était vraiment sa mémoire, son vécu en fait émotionnel dans son plan biologique. Et ben, du jour au lendemain, la petite Minette a arrêté d'être malpropre. Et Voilà. plus Alors, besoin. ça a été un peu tendu avec le petit dernier, hein, c'était encore un petit peu de baston de temps en temps, mais vous voyez comment ça fonctionne. En fait, ça ne s'est mis qu'au service de cette personne pour qu'elle comprenne que elle avait encore des choses, même si elle avait déjà beaucoup travaillé sur elle, qu'il y avait encore ce contentieux. Et puis il y avait aussi son père qui apparaissait, parce que c'est son père qui a décidé.
Mm. Et là, c'était l'homme qui décidait, la minette, de dire, bon, elle dégage. Vous voyez, c'est Oui. impressionnant. On va voir des miroirs, même dans le cas d'humains qui ont été adoptés, on va retrouver des miroirs absolument incroyables. Donc là, on est vraiment dans un fonctionnement de fratrie. Après, Mm. il peut très bien arriver que parmi nos animaux, on est vraiment, par exemple, si on a 4 animaux, on peut très bien avoir l'électron libre, et puis 3 qui sont vraiment alors dans leur dualité, hein, parce qu'ils peuvent aussi se crêper le chignon en permanence. Et ça, de toute façon, si vous avez des conflits entre vos animaux, allez chercher les conflits dans les fratries. Oui. Oui. Certains, vous allez trouver. Et encore une fois, si c'est par exemple si dans votre propre fratrie, votre frère, voilà, a créé ce conflit parce qu'il veut absolument prendre toute la place, il veut prendre toute la lumière, voilà, c'est certainement un animal de sexe mâle parmi vos animaux Mm. qui va être un peu celui qui est dominant, celui qui veut prendre. Vous êtes en train de caresser la petite chienne et puis lui, il arrive et la bouscule parce que c'est lui qui veut l'attention. On va vraiment retrouver au niveau du sexe de l'animal la correspondance. C'est rarissime, ça peut arriver, mais c'est rarissime qu'un animal de sexe mâle fasse travailler, soit en fait en mémoire d'un ancêtre de femme. Un C'est un peu animal, la question que je me posais, si par exemple on a une grand-mère qui est plutôt masculine. ben, tu vas euh, avoir une est- femelle, mais très yang, ok, ouais, femelle, mais qui dans son expression, et ça peut être même dans son nom. Par exemple, elle va porter un nom, cet animal femelle, avec un Y. ouais, ok. Et le K, tu vois, ça peut être une association de K et de Y, et là, tu mets du Ouais, yang. ouais, Certainement que si c'est une consultante femme et que donc c'est la petite fille de cette femme qui s'appelait possiblement par exemple Marguerite parce que c'est ouais, des prénoms très yang ou une Charlotte, ben même sa petite fille donc qui fait la demande de communication animale, elle-même elle va avoir un prénom yang. Par ouais. exemple, ça peut être Ok. une Monique ou une Margot, tu vois. Si vraiment on lui a transmis le prénom de sa grand-mère, c'est peut-être pas Marguerite, mais c'est Margot. Ou encore une fois, ça peut être une Charlotte, une Carole. Tu vas être sur des prénoms qui sont des prénoms féminins à l'oreille, et pourtant, c'est du voilà. Ou une Cécile, ou aussi, pareil, il y a une forte attente que ce soit en fait un petit garçon qui naisse. Voilà. Et tu as toujours une correspondance aussi avec le nom de l'animal. Donc Oui. les femelles qui ont du yang, elles s'appellent rarement Mimine ou même dans leur nom, inconsciemment, la personne, elle va les nommer. Et même si c'est pas elles qui les ont nommées, par exemple, ça peut être un animal de refuge et la personne ne change pas le nom qui a été déterminé par le refuge, le nom correspond parfaitement et tu retrouves vraiment l'énergie. Mm. Et une Mm. puce, voilà, peut être un animal femelle très doux, voilà, dans une énergie très l'animal pacifiste au possible, très doux, très tendre. Et puis tu peux avoir par exemple une Kali comme moi j'ai, et si tu l'écris K-A-L-Y, bon bah alors là, c'est pas Pupus, ça va être par exemple une minette qui est très territoriale, qui castagne tous les gros matous là, du quartier qui essaient de venir dans le jardin, elle a le dessus sur eux. Voilà, parce qu'elle a un K et elle a un Y. Et là, il faut aller chercher la grand-mère ou l'arrière-grand-mère qui voilà, a été très dans l'autonomie, s'est battue pour son clan. Voilà, peut-être pendant la guerre, elle s'est retrouvée seule à élever les enfants. Une femme Mm. mais voilà, n'empêche qu'elle a nourri le clan. Mais par contre, il fallait pas attendre d'elle de la tendresse. Là, l'affectif n'était pas montré. Mm. Une très bonne logisticienne du clan. Je fais tout pour que les enfants ils aient de quoi s'habiller, qu'ils aient de quoi manger. Mais par contre, s'ils veulent un câlin, c'est pas avec moi qu'ils l'auront. Mm. Bah là, tu vas retrouver des animaux femelles, même chez les juments. Hein, tu vas retrouver des. Ouais, ouais, ouais. Elles, faut pas trop les contrarier parce elles vont te remettre au carré, quoi, vraiment. Et ça, tu vois, c'est vraiment l'énergie des grands-mères et des arrière-grands-mères qui ont eu un vécu Ouais. très dur hein, et qui se sont endurcis, qui ont mis Qui ont vraiment un dû, oui. derrière. Oui. En parlant de vécu endurci, moi j'ai aussi une question complémentaire par rapport, tu faisais allusion aux guerres. On voit souvent dans des lieux qui ont subi des rafles d'enfants de grands phénomènes de disparition constante d'animaux, quelles Mm. que soient les espèces. Là, il s'agit plus de la mémoire du lieu,
de plusieurs clans. Donc ça veut dire aussi que les animaux dans leur espèce s'unissent pour éveiller un petit peu pour nettoyer. la mémoire. Mhm. Mhm. Bah, Mhm. les chats, par exemple, tu as vraiment des chats, tu sais, les Oui, chats, quand tu as des chats qui s'installent par exemple, dans un village ou dans une ville, dans un quartier particulier, ils nettoient, hein. oui, c'est ça. Ils Mhm. nettoient les mémoires du lieu, de ce qu'il y a vraiment comme énergie dans le terrain, des murs, s'il y a des murs, vraiment. Ouais. Oui, mais dans les cas de figure où, en effet, ils arrivent, ils viennent pour nettoyer le lieu, mais on peut voir, il y a disparition considérable des espèces aussi qui peuvent arriver parce que tu prends l'exemple de certains lieux de chats pour le coup, on voit que les communes bah, essayent de réduire un petit peu Mm. l'apparition de beaucoup d'animaux de la même espèce dans un certain lieu. Et ces lieux, on peut voir aussi que la mémoire en tant que telle a subi des informations assez involutives en période de Mhm. guerre, mais pas que, hein, au cours Ouais. des siècles. Et c'est ça, c'est quelque part, ils unifient leur champ de conscience, peut-être. Alors là, vous allez compléter, hein, autant l'une que l'autre, j'espère. Unifier leur champ de conscience pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé là, ou c'est juste dans la notion Bah, d'assainir, de rappeler, nettoyer. rappeler et le nettoyer. Il le nettoie aussi en le rappelant, quelque part. Et quand Mais ils sont, quand il y a aussi des vols d'animaux, c'est comment ça se passe? Parce que c'est Moi, souvent dans les mêmes lieux. j'irais voir l'humain ou les humains qui décident, par exemple, de faire enlever tous les chats d'un quartier régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé, eux, dans leur histoire pour avoir l'impression d'être envahis, pour avoir l'impression d'être peut-être en danger contre un grand nombre et qu'ils n'arrivent pas à maîtriser? J'irai voir si, par exemple, l'humain, quelle est sa difficulté à accepter cet état, ou alors qu'est-ce qu'il a vécu dans son clan pour prendre une décision comme ça. Voilà, hein, ouais, ça peut être son transgénérationnel qui parle ouais. aussi. Moi, je pense que ça peut aussi concerner des gens qui ont très peur de la médiumnité. Donc là, on va remonter très loin. C'est-à-dire que c'est clairement la période de l'Inquisition. C'est que les chats enfin le chat étant l'animal le plus médium de toutes les espèces animales, les gens qui chassent les chats, Mm. on est aussi dans la chasse aux sorcières, hein, très clairement. Oui, Et ben d'ailleurs, il y oui. a des villages où tu as des endroits où il y avait justement le bûcher ou euh, des, des, Oui, des potences, voilà, des lieux de justice, voilà, soi-disant, quoi. exactement, où il y a eu tout un tas de femmes et d'hommes guérisseurs et guérisseuses qui ont été, voilà, qui ont été tués simplement parce qu'un voisin les dénonçait. Donc il y a le côté aussi délation qui ressort. Voilà, moi dans mon village, j'ai le cas d'un monsieur qui est toujours dans cet esprit de délation et qui supporte pas la dame qui s'occupe des chats du quartier. Et voilà, il voit toujours des problèmes. Et on sent que c'est quelqu'un, il est dans une peur, mais il peut y avoir aussi, voilà, dans ses mémoires, à la fois dans ses dossiers akashiques et à la fois dans son transgénérationnel, et Mm. certainement les deux, parce que c'est justement ce Bien qui sûr. fait qu'on est dans ce clan-là, des contentieux aussi anciens que l'époque de l'Inquisition. Mm. Mm. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est quelque chose qui est très marqué. Et c'est pas pour rien, hein. Il y a des gens, l'allergie aux chats ou les gens qui détestent les chats. Ça peut être des personnes qui ont, voilà, ça peut être un rejet, par exemple, de la médiumnité. Un médium, il voit beaucoup de choses. Donc, Mm. ce que tu n'arrives plus à masquer face à un médium. Tu as peur qu'il rentre à l'intérieur de toi et qu'il ouvre tes boîtes de Pandore. Qu'est-ce qu'il y a de si honteux à montrer? Voilà, tu vois, ça amène à des sujets très, très complexes. Mais après, l'humain, on est encore au stade où de toute façon, il a besoin aussi d'exterminer, il a besoin de contrôler, il a besoin. Ces chats, souvent qui envahissent les villages, à la base, c'était des chats qui appartenaient à des particuliers, puis ces particuliers déménagent et ils larguent le chat devant, voilà, dans l'endroit où il y a déjà deux chats errants qui traînent. Et puis en 3 ans, tu as 40 chats. Alors qu'à la base, tu en avais deux. Voilà, et c'est aussi une façon de pas voir. Tu vois, la commune ou les gens qui rejettent ça, c'est je ne veux pas voir. Et Mm.
mm, tellement de périodes de l'humanité où combien d'humains n'ont pas voulu voir mm, les mm, évidences, la maltraitance, les abandons, voilà, la défaillance. C'est l'histoire de l'humanité. mm, mm. Et en éradiquant les chats, on pense reprendre le contrôle, faire du propre, en masquant complètement ce qui est sous-jacent Exactement. à cet événement, hein. Oui, et puis une fois qu'on a exterminé les chats, on cherche à exterminer encore autre chose, hein. C'est Sûr. une espèce de course sans fin, en fait. Voilà, c'est tout le temps comme ça. On a besoin, en fait, c'est vraiment dans les clans, on voit à quel point la peur, elle est présente. Oui. La peur qu'on nous prenne, donc du coup, il faut éliminer avant qu'on ait pu nous prendre. Enfin voilà, ça, on peut partir comme ça, dans des délires fantasmagoriques, sauf que ça peut prendre place dans la matière, effectivement, sous une obsession à éradiquer telle espèce animale ou Faire qu'on du propre. Voilà, c'est une image qu'on veut dans donner. l'illusion Le de village, propreté. voilà, le clan propre, le village propre, voilà, on est bien. Ouais, ouais, Voilà, exactement. c'est vraiment cette sensation-là. Ouais. Mais justement, j'ai aussi une question complémentaire. C'est que là, on parle beaucoup d'émotions, de ce que l'animal va révéler à l'intérieur. Mais on voit aussi dans nos époques, dans notre époque, où la perte, la disparition d'un animal ou d'animaux de compagnie, parce que c'est souvent, voilà, c'est pas que un seul, c'est peut-être aussi plusieurs animaux interespèces, bien sûr, euh, peut, euh, peut révéler un plus grand chagrin que la perte de parents, de frères, de sœurs, dans l'incarnation, dans le vécu là, de la personne, dans le ici et maintenant. Donc, il Mm. y a aussi ce surinvestissement ou cet investissement émotionnel qui s'opère entre le gardien et l'animal, entre l'humain et l'animal prend une place à part entière en tant que tel. Il y a ça Mm. aussi. Donc, dans ces cas-là, est-ce que c'est toujours dans le principe de guérison de l'histoire du clan ou est-ce que déjà on entame une autre étape? Alors Pour nous, moi, on est. Pardon, je, vas-y. Une à la fois. quand, quand je faisais de l'accompagnement de deuil au sein d'une association, il y avait souvent des témoignages des personnes qui venaient pour un deuil récent et qui disaient, ben moi, voilà, la référence tout de suite, c'était un deuil beaucoup plus ancien de l'enfance, vécu au cours de l'enfance. Et quelquefois, il était dit, je me suis effondrée pour le décès de mon chien quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, etc. J'ai rien compris. Je me suis laissée déborder. Et après, ces personnes-là témoignaient combien il était difficile pour elles d'approcher de leur émotionnel, d'évacuer, de pleurer, d'être, entre guillemets, vulnérable pendant une période, incontrôlée aussi, hein, et donc, il y avait cet animal qui peut-être était là juste pour leur dire, vous êtes humain et vous êtes fait d'émotions. Et là, c'est le moment de lâcher. Il y avait peut-être une soupape de sécurité à ce moment-là, plutôt que de partir elle-même après dans une maladie ou une détresse encore plus profonde. Voilà. Alors ça, c'était vraiment très, très récurrent. Et les deuils pour un voisin, pour un chien, mais des fois même pas très investis. Un animal, ça peut être même la chatte d'une voisine qui venait toujours, mais qui était même pas forcément de la maison. Et qui permettait, c'était pour moi et la personne, c'était un moyen de se libérer par quelque chose d'extérieur. Et là, on allait trouver vraiment ce qui pêchait et qui n'avait jamais été travaillé de l'intérieur. Pour quelqu'un de plus proche du clan, un père, une mère, un frère, une sœur, etc. Voilà. Et donc, on préférait, ou elles avaient choisi inconsciemment de pleurer pour quelqu'un d'autre plutôt que de s'effondrer complètement. Voilà. Et c'était pour peut-être gagner encore quelques forces pour pouvoir enfin affronter ce décès qu'il fallait bien traverser. Voilà, donc c'était un petit peu ce que j'avais constaté, le processus un peu déporté et pour revenir après dans le clan.
Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Hélène. Par contre, pour vraiment un animal qui a le lien, enfin un animal avec lequel on a eu un lien fort, donc je vais parler de l'animal a vraiment fait partie de notre vie. Pour moi, on est toujours dans le cas d'une constellation. Donc Hmm. c'est vraiment à travers la perte de cet animal, on est en fait en train de pleurer quelqu'un du clan. Et peut-être Hmm. quelqu'un qu'on n'a absolument jamais connu. On est peut-être en train de pleurer un arrière-grand-oncle qui est mort à l'âge de 3 ans de la tuberculose. Voilà. Hmm. Comme par hasard, notre animal est de sexe mâle et lui, il est mort d'une embolie pulmonaire. Donc on va Hmm. retrouver le Vous avez la territoire. même, voilà. Hmm. C'est pas la même cause en tant que telle, mais le territoire physique affecté est le même. Et Hmm. donc, il y a bien une histoire de chagrin, là, pour le coup, en plus. Bien Euh, sûr. voilà. Mais là où je te rejoins entièrement, c'est que par exemple, moi, je l'ai vécu, de perdre l'un de mes animaux et que quelqu'un dans mon environnement, mais s'effondre presque plus que moi. Et là, je dois me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, Hélène. C'est que la personne aussi, elle a besoin finalement, de s'approprier presque le chagrin de l'autre pour pouvoir vidanger vraiment comme quelque chose qui est un volcan, hein, qui est prêt à exploser. Et Trop c'est plein. mais Hmm. regarde, je pense qu'on pourrait comparer aussi à, par exemple, quand une personnalité publique décède, on voit des gens dans la rue s'effondrer en larmes alors qu'elles n'ont jamais côtoyé, elles n'ont jamais fait partie du cercle intime de la personne. Alors, je veux bien que la personne était un personnage public dans l'exemple que je donne, mais de là à s'effondrer, à être dans un deuil, c'est hallucinant. Et ben là, on est vraiment dans la projection. Donc on n'est pas dans le lien pour moi vraiment d'amour. Si on ramène au monde animal, on n'est pas dans l'amour vraiment de Hmm. l'animal. On a besoin de projeter en fait sur autre chose parce qu'on se ment à soi-même. Parce que Hmm. c'est Tout à fait. Hmm. sur, par exemple, quand Johnny Hallyday est décédé ou quand effectivement Médor, le chien de la voisine, est décédé, que d'aller pleurer pour son propre père ou son propre grand-père. D'autant plus si dans le clan, il y a un programme défectueux qui dit on pleure pas dans le clan, hein. Quand Hmm. les gens meurent, on doit être fort, hein, parce que si on pleure, on est faible et ça va être encore pire. Donc non, il faut être fort, hein. On n'a pas le temps de pleurer parce qu'il va falloir compenser celui qui est mort. Il va falloir peut-être travailler plus parce que du coup, on a un revenu aussi qui est parti de la maison. Voilà, il peut y avoir des programmes comme ça. Et du coup, à un moment donné, c'est presque le corps de toute façon qui a besoin de vidanger des larmes. Sinon vous allez avoir des pathologies pulmonaires très possiblement, voilà, peu importe lesquelles. Mais je pense que c'est comme une espèce de presque le corps finalement va attirer à lui quelque chose pour pouvoir vraiment s'en sortir, quoi. Sinon, ça va imploser d'une façon ou d'une autre. Et est-ce que quelque part la fusion émotionnelle qui peut lier l'humain gardien à l'animal euh, peut aussi interagir, souvent on le voit, il est plus facile pour la perte d'un humain de spiritualiser un petit peu le décès. Alors je reprends hein, dans la temporalité, peut-être aujourd'hui plus qu'hier. Il est plus facile de spiritualiser le décès en interprétant l'itinérance de l'âme ou de l'esprit. Chacun va y mettre les mots qu'il a envie d'y mettre. Et très souvent, face à la perte d'un animal, il y a, en plus de la perte, il y a également la séparation dans la densité, dans le physique, qui est souvent plus difficile à supporter que l'interaction avec un autre humain. Donc Hmm. ça aussi, est-ce que dans le clan, il y a un impact historique par rapport à ça, ou est-ce que c'est aussi un fait de société du fait de notre charge émotionnelle, de nos surinvestissements au quotidien? Oui, oui, Tu veux aussi. répondre, Hélène? Oui, oui, vas-y. Non, non, vas-y, Laetitia. Ok. Euh, En fait, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est que l'animal, c'est finalement enfin, les animaux, ce sont les seuls êtres qui sont dans le, le, le fait de rayonner l'amour inconditionnel. Un humain
c'est le parcours d'une vie et de plusieurs vies d'arriver à ce stade de détachement et de ne plus du tout avoir de problématiques d'ego et donc d'être dans cet amour inconditionnel. Donc quand on a la chance, quand l'univers nous fait confiance et qu'il nous confie une âme animale et qu'on peut cheminer avec elle, le jour où elle n'est plus là, en fait, on nous enlève une source active d'amour inconditionnel. Et moi, je pense que ça fait beaucoup aussi ça pèse lourd, en fait, dans cette impression de manque. Il y a vraiment ça, parce que parfois, il y a des personnes qui vont être dans un manque absolu, alors que leur animal n'était pas un animal glu, c'était pas un animal toujours collé, c'était pas un animal qui réclamait toujours de la tendresse, des caresses, etc. Il pouvait même être un peu distant. Ben, pour autant, il y avait une présence. Alors les personnes elles vont dire oui, sa présence me manque, mais c'est au-delà de ça. C'est vraiment que c'est une source en fait qui rayonne de l'amour inconditionnel et que ça apaise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et forcément, quand cette source elle n'est plus là directement dans la pièce. Et pour peu qu'on n'ait pas, justement, qu'on ne s'autorise pas la croyance que les animaux ont une âme et qu'on peut aussi tout simplement se brancher à eux sur un plan de conscience supérieure comme on fait avec nos défunts humains. Bah, ça peut créer une frustration. Après, il y a effectivement ce que tu dis, Daniel. Il y a aussi une forme de surinvestissement où un animal, il peut être une sorte de doudou réconfortant. Et comme un enfant qui perd son doudou, c'est le drame absolu. Ça, c'est simplement, tu vois, presque ce côté contact. Ça, c'est la résonance avec le clan. C'est beaucoup, beaucoup quand dans le clan, il n'y a pas eu du tout de tendresse. Il n'y a pas eu la gestuelle de parents qui prennent les enfants dans les bras. Il n'y a pas eu de caresse sur la joue. Il n'y a pas eu vraiment cette expression-là de douceur et de tendresse. Tu vas avoir des gens qui vont beaucoup, beaucoup reporter ce besoin-là, parce qu'on a ce besoin de contact sur leurs animaux. Et le jour où l'animal part, c'est le drame. Mais là, vraiment, dans le clan, tu vas voir, tu peux même, moi, j'ai fait un lien quand même, je l'ai vérifié de nombreuses fois, dans cette construction-là du clan, où du coup on pourrait s'attendre, le père étant la valeur symbolique de la sécurité, de la protection, on peut s'attendre à ce que ce soit plutôt inconsciemment le rôle de la mère d'amener le côté tendre, douceur, le contact, viens mon bébé, je te berce, je te prends dans les bras, je te fais des petits bisous sur le front. Et ben toutes les générations où dans un clan les femmes ont été très froides, ben ça peut même aller jusqu'à vous allez avoir des schémas d'addiction qui vont se mettre en place chez les enfants qui ont souffert de ce manque de ne pas avoir été abreuvés en fait de tendresse et de douceur maternelle, alors que la mère peut être parfaitement en vie. Hein. C'est pas une maman qui est décédée quand l'enfant avait 3 ans. C'est une maman qui est là mais qui est froide. Ben, vous pouvez voir fréquemment des problématiques d'addiction au sucre ou à l'alcool, des problèmes de diabète. Et il y a des prénoms qui sont assez champions du monde sur ça. Et là, votre animal, vraiment, ça va être comme une espèce de doudou qui justement vient vibrer parce que cet animal, il en a lui-même besoin. Donc souvent, on est dans des schémas d'animaux qui sont dans une très forte dépendance affective vis-à-vis de leurs humains. Et forcément, leur humain est dans une ultra dépendance affective vis-à-vis de leur animal. Et ça, c'est en compensation surtout si c'est un animal femelle de grand gabarit, par exemple si c'est un chien berger allemand femelle, elle est vraiment dans la représentation d'une maman symbolique. Et là, on peut être dans une maman qui est tellement aimante, elle est tellement là, elle est tellement présente. Et dès qu'on on est un peu défaillant, tout de suite elle vient, elle met son museau sur nos genoux et elle vient, elle se frotte à nous et on est dans ce contact plein de chaleur, alors qu'on est issu d'un clan où, par exemple, l'arrière-grand-mère voilà, elle n'a jamais, jamais donné la moindre tendresse à ses enfants et ça s'est reporté. Et ça s'est représenté à nouveau. Et comme par hasard, dans le clan, il y a du diabète. Voilà. Et la chienne, elle s'appelle, par exemple, elle s'appelle Candy ou elle s'appelle Miel Pop. Voilà. On vient inconsciemment à cet animal un nom qui évoque le sucre, en fait, c'est-à-dire la douceur. Ça peut être miel, ça peut être voilà vanille, mais on vient vraiment faire le lien, le nom de l'animal et cette énergie-là vous explique complètement l'histoire du clan. Et là, on perd pas de temps, on sait qu'il faut aller chercher quelles sont les femmes qui ont été dans ce côté froid. Je ne m'autorise pas à donner de la tendresse à mes enfants comme si c'était un défaut. Ou combien de femmes aussi, dans l'histoire des mariages arrangés, combien de femmes finalement
se sont retrouvées à porter des enfants qu'elles ne voulaient pas forcément, parce que déjà elles n'ont peut-être jamais été amoureuses de leur mari. Vous voyez, il y a combien d'enfants qui n'ont pas été conçus dans une énergie vraiment d'amour? Bah, c'est énorme. Je pense qu'Hélène, tu dois le constater Oui. depuis des années, en fait. Et que ça, c'est un drame, en fait. Nous, on le vit comme un drame tant qu'on n'a pas passé le cap. C'est un drame absolu de ne pas être un enfant issu de l'amour. Alors autrefois aussi, les animaux, ils n'avaient pas, on ne voulait pas leur accorder trop de place. Ils étaient dehors, il ne fallait pas trop qu'ils envahissent la maison. On se refusait à montrer de l'affection aux animaux parce que ça pouvait attendrir trop, nous rendre trop faibles, vulnérables, etc. Si on montrait au chat ou au chien de la maison combien on était attachés. Donc on a des ancêtres qui se sont empêchés, qui se sont interdits de montrer. Et aujourd'hui, on peut compenser. Un petit peu comme les enfants, ils n'avaient pas le droit à la parole autrefois. Et aujourd'hui, on leur donne, mais des fois même trop. Hein, donc, il y a ça aussi, ce juste milieu à retrouver qui viendra certainement dans les générations suivantes. Mais je pense qu'on va beaucoup aujourd'hui, dans notre relation aux animaux, compenser tout ce que nos ancêtres n'ont pas pu vivre. D'ailleurs, on peut avoir des grands-parents, des grandes tantes, des vieilles personnes qui sont effarées du lien que l'on a dans les générations suivantes avec les animaux. Ça, voilà, quelquefois, il y en a qui disent, non, non, mais là, c'est trop, un chat doit rester à sa place, un chien doit rester à sa place. Et quand on les interroge sur leur enfance, elles en ont souffert de ça. On leur interdisait d'amener leur chat ou leur chien dans leur chambre, etc. Aujourd'hui, voilà, ça va, ça vient, il y a ce tabou-là, cette interdiction-là, mais peut-être trop aussi, hein. Donc, on est en train de réparer, je pense, beaucoup de souffrance aussi et de manque, justement, de ces liens-là. Et est-ce que le choix de l'espèce, finalement, le choix conscient ou inconscient, parce qu'on sait très bien maintenant que c'est même plus inconscient que conscient, est-ce que le choix de l'espèce est aussi un choix du clan? C'est-à-dire que telle personne va peut-être préférer, on parle beaucoup de chats, on parle beaucoup de chiens, mais ça peut aussi être des animaux plus présents, je pense aux chevaux, ou peut-être même on voit aussi beaucoup de chèvres. Bon, moi j'avoue que je vis quand même dans une zone dite encore rurale et que voilà, il y a des animaux considérés de compagnie qui paraissent pour beaucoup étonnants. Est-ce que le choix de l'animal ou des animaux qui vont partager nos vies est aussi une incidence du clan? Et Bien si sûr. oui, comment? Les bergers allemands, par exemple, il peut y avoir des histoires liées aux Allemands. Ça, moi, j'en ai vu beaucoup. Et justement, ça permet justement de se remettre dans ce contexte historique et où on découvre parfois des secrets de collabos, de collaboration horizontale, voilà, de liens avec l'Allemagne particuliers. Oui, le territoire en fait d'origine, un chat siamois, un chat, j'en sais rien. Enfin, tu vois, le territoire. Par exemple, les gens qui sont fans des chiens japonais, les Akita, Ah oui, ce genre de chiens, ou tu as ou les chevaux chez les chevaux, hein, les gens qui ont besoin d'aller chercher des chevaux, les Paint, les Appaloosa, par exemple, qui sont vraiment le Mustang, voilà, les espèces endémiques qu'on trouve en Amérique du Nord et qui sont complètement représentatives des tribus amérindiennes. Ben voilà, ils travaillent à la fois leur axe akashique et leur axe ah transgénérationnel. oui. Forcément. Et on est vraiment tu es dans la valeur je dirais que tu es dans la médecine de l'espèce animale, voire de sa race. Donc effectivement, par exemple, si dans ton clan, ça peut être en réponse à une émotion cachée du clan. Je vais reprendre le chagrin, mais par exemple, si dans ton clan, il y a vraiment quelque chose de verrouillé sur le chagrin, on n'a pas le droit de pleurer dans le clan et résultat, tout le monde
est soit asthmatique, soit fait des embolies pulmonaires, des décollements de la plèvre, ou voilà, que ce soit lié à des accidents ou à vraiment de la maladie, et ben bizarrement, tu vas avoir à un moment, à une génération, quelqu'un qui n'a pas de problème pulmonaire, mais qui forcément va être attiré par un animal brachycéphale. Par exemple, un bulldog, un carlin, ça peut être un boxer, ça peut être chez le chat un chat persan. C'est-à-dire tous les animaux qui ont le nez complètement écrasé, donc qui naissent déjà avec une probabilité de, de, comment dire, d'historique cardio-respiratoire très complexe. Ben, c'est pas un hasard, parce que de toute façon, ce qui fait la rencontre entre une âme humaine et une autre âme humaine, ou entre une âme humaine et une âme animale, c'est la loi de l'attraction. Et la loi d'attraction, elle est définie notamment par ta charge transgénérationnelle. Forcément. Donc, en fonction de ce qu'il y a dans ton clan, tu vas être attiré. Les chevaux, c'est souvent une histoire familiale. Mais le cheval, mâle ou femelle, ça représente quoi? Ben, ça représente le père, même les femelles. Donc, ça représente le père dans le sens, mon père ne m'a pas regardé ou ne me regarde pas, donc il faut que je l'épate. Donc, il faut que j'aille monter sur un cheval qui fait 500 kilos au moins. Voilà, comme ça. Donc, le cheval, c'est un monde qui attire beaucoup de gens qui ont besoin d'un regard un peu admiratif du père. Bon, ben là, dans le clan, voilà, tu vas trouver peut-être des Philippe, même certainement, mais tu vas trouver d'autres prénoms qui évoquent des problématiques de pères qui n'ont pas regardé, je dirais, avec du soutien, avec de la bienveillance, avec de l'encouragement, certains de leurs enfants, voire même, il y a beaucoup de chances que tu trouves même à nouveau des enfants illégitimes, des enfants bâtards qui n'ont carrément jamais été regardés par le père puisqu'il ne les a même pas reconnus. Ben, le monde du cheval est très en résonance avec ça. Que ce soit des femmes qui soient en immersion dans le monde du cheval, c'est vraiment un animal qui fait travailler les racines. Et pour moi, les racines, il n'y a pas à tortiller que c'est le père qui les donne, parce que c'est lui qui transmet le nom. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui, du coup, ont commencé à dévier, à déconner, entre guillemets, dans le clan. Mais à l'origine, c'est une histoire de père qui a peut-être aussi vécu l'exil, etc. Mais du coup, l'arbre, à chaque fois, les racines, elles sont un peu château-branlantes, quoi. Ben là, dans les processus de réaction à ça, mais aussi, du coup, avec beaucoup d'espoir de pouvoir en sortir, ça peut être le cheval, ça peut être, par exemple, chez les chiens, les grands chiens. Les chiens de grande taille. Un chien de grande taille représente rarement un enfant symbolique. On va souvent, un chien de sexe mâle, par exemple Saint-Bernard, ça va représenter un père symbolique, ou comme un Malinois, un berger allemand. Et une femelle, voilà, Lönneberg, pareil, ça va représenter une maman symbolique. Par contre, si vous prenez un mâle ou une femelle chihuahua, bah là, on est enfant symbolique parce que déjà on est sur des gabarits de chiens qu'on peut prendre dans les bras, on peut même les habiller comme des poupées, puis leur mettre du petit vernis sur les gris-griffes comme on trouve malheureusement comme produit pour grimer les animaux. Mais là on est dans ce besoin absolu d'avoir un enfant symbolique quand on s'adresse aux petits chiens. Après, pour des animaux un peu moins courants, alors qui sont des animaux de compagnie qu'on connaît bien, mais par exemple les lapins, là on est plus dans une vibration d'amour, vraiment, c'est presque chamanique, on est dans l'amour du cœur. Donc c'est vraiment des gens qui ont besoin de beaucoup d'amour. Comme par hasard, le poil du lapin est super doux, sans même Angora, c'est une texture de poil, c'est la douceur. Donc là aussi, c'est des gens qui ont besoin de douceur. Mais on est aussi dans le comportement sexuel du lapin, avec une hyperactivité sexuelle et le fait que les femelles lapins le vivent parfois énergétiquement comme du viol. Donc là, ça va souvent ramener dans des clans où il y a des mémoires d'inceste, d'abus sexuels. Donc là, c'est un peu moins sympa. Et ben, le lapin est l'un des animaux qui fait beaucoup travailler ça. Donc c'est complètement inconscient, parce que effectivement, cette loi d'attraction, elle est définie dans le monde de l'invisible. Mais le clan, il y a qu'une toute petite partie qui est visible. Ce sont les vivants du clan. Mais donc, qui tient les rênes du clan, c'est les morts, les défunts. Complètement. De force en fait. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui nous viennent de ce monde de l'invisible et qui nous sont finalement léguées, imposées par les défunts jusqu'à ce qu'on conscientise, que ce soit à travers ce que nous fait vivre notre animal et ce qu'il nous enseigne, que ce soit à travers un enfant, que ce soit à travers nous aussi, peut-être à un moment donné
d'arriver à la limite de notre souffrance et de dire stop à la souffrance. Donc on peut aussi, sans passer par un enfant ou un animal, être en voilà, suggestion et auto processus de conscientisation. Mais, euh, mais oui, tout ramène, pour moi, vraiment, l'enseignement que j'ai reçu des animaux depuis ces 15 ans, c'est que tout ramène au clan. Et c'est là où je me permets de partager ma rencontre avec Hélène, qui a été extraordinaire parce que elle m'a confirmé déjà tout ce que j'avais compris, mais c'est en travaillant, moi j'avais déjà travaillé avec d'autres psychogénéalogistes, mais quand j'ai travaillé avec Hélène, ça a pris une dimension extraordinaire. Vraiment, ça m'a permis d'aller dénouer des secrets qui étaient tellement lourds. Et le point de départ, moi, de mes secrets de famille, ça a toujours été un animal qui m'a fait vivre quelque chose, qui m'a montré, où là j'ai dit, mais là, il y a un truc, il y a un secret de famille. Et ensuite, d'aller voir Hélène, où vraiment on a arrivé à nommer, à voir, c'est absolument énorme. Moi, ce qui me fascine dans la psychogénéalogie, alors moi déjà, ce qui me fascine, c'est que ce sont les animaux qui me l'enseignent, et là, je trouve ça génial. Mais ce qui me fascine, et je peux partager mon expérience avec toi, Hélène, c'est que on pourrait penser naïvement que notre arbre, en fait, il est figé, sauf s'il y a de nouvelles naissances, et que donc, si on fait une séance une fois avec un psychogénéalogiste, c'est bon. Mais non, parce qu'en fait, à chaque fois, Hélène, et on a ri des fois avec Hélène, parce que j'arrivais donc avec mon arbre, donc dessiné à la main, parce que c'est très important de le faire manuellement, et d'une fois sur l'autre, eh ben, j'oubliais par exemple des ancêtres, alors que la première fois, je les avais pas oubliés. Bon, bah, ça y est, le fait que je les ai oubliés, ça y est, on sait qu'on est déjà en train d'ouvrir ce dossier-là. Pourquoi lui, inconsciemment, j'ai pas voulu le mettre sur l'arbre? En quoi il me dérange? Alors que la fois précédente, c'était pas lui le sujet, donc je l'avais bien mis. Et peut-être 6 mois après, je retourne voir Hélène parce que je me dis tiens, il y a un truc dans ma vie, j'aimerais comprendre. Et là, boum, l'arbre, je le fais pas du tout pareil. Je mets pas les mêmes couleurs. J'oublie de mettre des liens. J'oublie de relier quand même des enfants à des parents. Et j'oublie carrément un ancêtre. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est à l'infini. Pourquoi? Parce que le clan, il est vivant. C'est-à-dire que les défunts, ils sont morts selon nos codes, mais ils sont parfaitement actifs, hein. Ils sont toujours là et ils aiment bien tenir les rênes. Donc, et on voit bien que ce soit à travers un animal, un enseignement d'un animal, un enseignement d'un humain, dès qu'on vient toucher à cet arbre, ça vient, c'est vraiment comme des vases communicants. On appuie quelque chose, ça fait réagir à un endroit, ça vient, il y a une confirmation dans la matière, il y a un truc qui bouge dans la matière chez les vivants. Un cousin qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, bizarrement, il nous appelle. Tiens, c'est bizarre. Il y a une semaine, j'ai fait une séance avec Hélène. Et là, j'ai un cousin que j'ai pas vu depuis 20 ans qui m'appelle et qui me dit, tiens, tu sais, au fait, ta grand-mère, tu savais que quand elle était petite, bah non, je savais pas. Allez, une info en plus. Et du coup, c'est une info qui va refaire bouger un défunt, et, etc., etc. Et on peut en fait vraiment travailler en alliance avec le clan. Et les animaux, en fait, peuvent vraiment se les allier. Aider, ouais. Et ils s'allient eux-mêmes. Nos défunts, il faut savoir que nos défunts s'allient souvent avec nos animaux de compagnie. La preuve, c'est ce système de constellation familiale. Et que si même nous, on accepte non plus de fuir notre clan, de vouloir le rejeter à tout prix, mais qu'on s'y intéresse et qu'on envoie de l'amour et de la lumière, ça change tout. Parce qu'on est en alliance, on n'est plus en guerre, en fait. Oui, 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 oui. Merci, Laetitia. Merci. Merci. En tout cas, moi, avec ta rencontre, j'ai vraiment contacté l'importance de la place des animaux. Déjà, comme ça, par intuition, il y avait des personnes qui me disaient, qui est-ce que je pourrais rajouter sur mon arbre? Et donc, elles pensaient peut-être à des nounous, des profs qui avaient marqué leur vie, etc. On peut les rajouter. Et puis, il y avait et mon chat, est-ce que je peux le mettre? Et quand je disais, ben oui, il y avait une détente physique tout de suite, la joie de pouvoir greffer cet animal au plan des humains. Et tout de suite, il y avait un autre discours qui s'installait. C'est-à-dire que c'était moins guindé dans l'histoire familiale, etc. Il y avait tout de suite, on osait avec l'animal et grâce à l'animal, parler d'affect, parler de sensibilité, parler de qu'est-ce que l'animal nous avait apporté dans le clan. Et donc, du coup, ça facilitait l'entrée en matière où ben, on allait gratter des émotions qui étaient un petit peu voilà, bousculantes.
Mais ça facilitait. Et vraiment, chaque fois, j'ai remarqué ça. C'était vraiment chouette. Et puis, ça aidait à une compréhension beaucoup plus fine. Parce qu'en fait, les humains, souvent, sont peut-être durs avec les autres humains. Ils les secouent, ouais, un tel machin. Mais d'un chien, on essaye toujours, d'un chat, on essaye toujours de trouver pourquoi il réagit comme ça. Il va y avoir voilà, une sensibilité particulière à aider cet animal qui nous aide grandement. Et voilà, donc ça apaise aussi, puis ça amène de la tolérance du coup pour les humains. Voilà, il y avait vraiment cette connexion-là qui était vraiment chouette. Voilà, donc c'est une belle rencontre d'âmes et d'autres choses. Eh bien, merci infiniment. C'est un duo de choc, j'irais dire, pour des accompagnements de charme, hein, parce que, mesdames, soyons aussi là-dedans. Ça qui est Merci. intéressant, c'est de vraiment, et dans cet échange-là, c'est de pouvoir observer que oui, nos animaux font partie intégrante de nos vies, de qui nous sommes, de notre généalogie, de notre clan. Et le fait de pouvoir décoder les émotions qu'ils vont nous transmettre, et ça permet aussi de pouvoir identifier ce qui se passe, ce qui s'est passé, et ainsi d'avancer chacun en transmutant ce que l'on peut transmuter, je n'arrive plus à parler. Et pourtant, c'est pas moi qui ai parlé le plus, hein. Voilà, ce que l'on peut transmuter dans le ici et maintenant. Et c'est toujours une ouverture d'esprit et de cœur qui est importante à avoir et de se rappeler que des personnes comme vous permettent de faciliter ces démarches. Et merci vraiment à toutes les deux de toute cette belle ouverture de cœur et toutes ces belles explications que vous avez apportées autant que possible. Merci Merci à beaucoup. toi, Daniel, Merci. pour ton invitation. Merci. Merci Merci. infiniment, les filles. J'espère qu'on aura l'occasion de faire autre chose. Dans ce même principe, c'est vrai qu'à trois, c'est sympathique aussi. Oui, tout à fait. C'est génial, ouais. Ouais, ouais, c'était génial. En tout cas, je vous On souhaite une... savait, hein, on avait échangé à l'initiative d'Hélène et c'était déjà une super idée, mais on savait que ce serait ouais, un grand moment où on prendrait beaucoup, beaucoup de plaisir Oui, à échanger, ouais, vraiment. C'est vrai aussi que les questions pourraient être encore plus vastes, hein, mais j'invite chacun à ne pas hésiter à poser des questions sous la vidéo. Comme ça permettra aussi de voir Mm, de sujets ultérieurs ou même peut-être mm, des interactions plus personnelles entre vous deux et les mm, commentaires. Il n'y a aucun souci. Ce sera avec Mm. plaisir qu'on regardera ça et qu'on répondra. mm. Encore une fois, je vous remercie infiniment de toute l'énergie que vous avez déployée pour cette vidéo, parce que ça demande aussi du temps et de l'énergie, donc ça, je tiens vraiment à le souligner. Bah, Merci beaucoup. c'était un vrai plaisir. Ah oui, 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 un bon moment. Toujours un bon moment. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous souhaite à tous plein de câlins, plein d'amour, plein d'épanouissement. Et surtout, merci infiniment. Merci Merci, infiniment. Merci. À très vite. merci. Au Bonne fin de revoir. journée. Au Au revoir. revoir.